Alors, rebonjour chers internautes, vous êtes dans la partie abonnés et donc ce qui va nous permettre de poursuivre cette conversation entamée avec l'éditeur Philippe Randa pour parler cette fois de sa maison d'édition, ce que nous n'avons pas fait dans la première, dans l'émission publique. Donc Philippe Randa, vous vouliez nous parler de vos titres et je dois avouer tout de suite que je fais partie de vos auteurs. Parce que j'ai commis... De mes victimes. De vos victimes, voilà. J'ai commis un livre qui s'appelle L'état de la judéomanie, grâce à vous, je dois dire, parce que sinon il n'aurait jamais vu le jour, ce serait resté un blog. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la diversité, notamment de vos auteurs, puisqu'on y trouve aussi bien des pro-israéliens, justement, que des anti-israéliens, des pro-islam, anti-islam, pro-libéraux, anti-libéraux, enfin... Des catholiques traditionnalistes, des francs-maçons, des athées et des païens, ouais. Donc effectivement. Tout simplement parce que j'ai une conception de l'édition, quand j'ai fondé mes premières éditions, ça remonte maintenant à quelques années, c'était déjà à une époque, c'était la fin des années 80, où je me suis aperçu que le visage de l'édition, des éditeurs en général, avait totalement évolué, avait totalement changé, et c'était une sorte d'entonnoir de la pensée conformiste. Je suis fils de romancier. J'ai eu un père qui a été beaucoup publié chez beaucoup d'éditeurs. Bon, des romans qui n'étaient absolument pas politiques. Mais qui avaient pas mal de succès. De succès, oui. Mais donc lui, il n'a jamais été confronté à des problèmes politiques. Mais donc j'étais baigné dans cette ambiance d'édition des années 50 avant ma naissance, 60 et 70, où dans une maison d'édition, il pouvait y avoir des gens de tendances politiques totalement différentes. Je prends l'exemple, puisque j'en ai parlé de mon père aux éditions du Fleuve Noir, il y avait des auteurs de droite, très à droite, voire même davantage, et des auteurs de gauche, très à gauche, voire même très très à gauche, qui cohabitaient au sein des mêmes collections, qui écrivaient leurs romans, où mon père faisait pas d'espionnage, mais notamment ça se voyait bien dans les romans d'espionnage du Fleuve Noir, mais aussi dans les romans de science-fiction, où leurs idées politiques passaient. Les idées politiques de mon père passaient dans ces romans de science-fiction, anecdotiques. Il n'écrivait pas ça pour faire passer un message, mais on sentait nettement en le lisant que mon papa n'était pas très communiste. Ouais. C'est clair. Et tout ça, c'était admis. Personne ne se plaignait, tous ces éditeurs. Voilà, ce qu'il fallait, c'est faire des bons romans, c'était que les romans se vendent, c'était avoir du succès, et tout était bien. Et arrive les années 80 et jusqu'à la fin des années 80, donc quand j'ai commencé, pas à cause de ça, mais à peu près au même moment, on s'est aperçu que lorsqu'on avait des idées, disons-le, qui n'étaient pas de gauche, ouais, à défaut d'être de droite, on avait de plus en plus de mal à être publié. Et si on avait des idées politiques nettement affirmées à droite, très à droite et même plus que ça, là c'était fini. À part quelques noms très connus qui pouvaient, sur des livres qui pas forcément très politiques, par exemple, passer, je pense qu'à quelqu'un comme Roger Hollande, qui était un des cadres importants du Front National, qui a continué à être publié un petit peu parce qu'il avait son passé de grand reporter à Paris Match où il avait fait ses preuves, il avait... Grand résistant aussi. Ouais. Et puis, grand résistant, mais enfin, on sentait dans les maisons d'édition, surtout alors concomitamment avec la montée du Front National, où on commençait, les éditeurs, pas qu'ils étaient tous de gauche, mais commençaient à avoir la peur. Ouais. Moi, je me rappelle, aux éditions du Fleuve Noir, puisque j'ai commencé à écrire des romans policiers et de science-fiction, mon éditeur, qui était plutôt droite, lui, se considérait comme monarchiste, mais il ne voulait pas faire de politique, me dire j'irai à la fête de l'UMA, ça m'amuserait, alors qu'il était totalement anticommuniste, bien disant, non, mais les bleus, blancs, rouges du Front National, non, ça, c'est pas envisageable. Ouais. Alors qu'il était réellement monarchiste, il était à droite, c'était pas, pas les idées du Front National, mais il avait, mais ça ne le gênait pas d'aller à la fête de l'UMA parce que c'était, voilà. Donc à partir de là, j'ai décidé, j'ai eu l'ambition de faire de ma maison d'édition une maison où on ne serait pas bloqué pour ses idées politiques. Je venais d'un milieu, certes, à droite et très à droite, du coup, par relation et naturellement, je publie énormément de gens de ces options, mais je n'ai jamais refusé, parce que quelqu'un venait de gauche, parce que quelqu'un était sioniste, ou parce qu'il était catholique, chrétien, et de façon militante, alors que je suis moi-même de philosophie païenne. J'ai publié l'abbé Molin, j'ai publié énormément d'auteurs catholiques, sans jamais censurer. Je ne censure d'ailleurs jamais.
sauf ce qui tombe sous le coup de la loi, ou les règlements de compte. Mais ça, c'est... Voilà. Oui, la diffamation. Je veux pas, oui, la diffamation. Je veux pas ce qui m'apporte des procès stupides, et les règlements de compte, ma maison d'édition n'est pas fait pour ça. Et alors, on en parlait, vous êtes donc distribué à la FNAC et dans les réseaux classiques? J'ai décidé aussi de ne pas rester, ne pas me cantonner dans un ghetto, même si je fais beaucoup de ventes par correspondance avec un fichier de clients et de lecteurs fidèles où je leur envoie mes catalogues. J'ai décidé de mettre mes livres à disposition par tous les circuits de diffusion. Et j'ai un diffuseur. J'ai moi-même créé ensuite un comptoir de vente Primatis dans le 13e arrondissement, 10 rue Primatis, je peux faire de la publicité, qui fait office de librairie aussi, j'en profite. Où donc tout le monde peut venir acquérir les ouvrages que j'édite et ceux qui sont diffusés, d'excellents éditeurs, je ne citerai que Tatami pour le principe. J'ai décidé de pouvoir permettre à toutes les libraires, à tous les libraires de France et de Navarre et même du monde entier, de pouvoir par des réseaux professionnels, d'où la conception de comptoirs de livres de Primatis, pouvoir diffuser. Mais donc les FNAC et d'autres livres me commandent, et s'ils ne me commandent pas, c'est pas forcément de la censure politique, c'est aussi parce que peut-être certains livres ne les intéressent pas, ils en commandent certains, pas d'autres. Voilà. Moi, je ne crois pas au complot. Je ne pense pas qu'il y ait un complot contre mes éditions parce que un libraire qui n'a pas ma sensibilité politique refuse de vendre mes livres. Non, il fait ce qu'il veut. Il est maître et charbonnier chez lui. Moi, je publie qui je veux chez moi. Donc, je publie des catholiques, des francs-maçons, des païens, des sionistes, des antisionistes, des islamistes, et, des musulmans, oui, des islamistes, je ne sais pas. Non, je pense pas. Pas encore. Mais pourquoi, si le livre est intéressant, moi, ça ne me gêne pas. Alors, une question là, puisque vous avez parlé ici, ce sont des thèmes qui nous passionnent, hein, de la restriction progressive de la liberté d'expression depuis les années Mitterrand, en gros. Bon. Est-ce que vous ne pensez pas que le Front National et Jean-Marie Le Pen, notamment, n'ont pas leur part de responsabilité dans l'aspect sulfureux des idées qu'on va qualifier en plus d'extrême droite, parce que c'est un peu l'étiquette qu'on leur met? Est-ce qu'il n'est pas... Parce qu'ils crient à la victime souvent, et les gens du Front National aussi, mais enfin, on est souvent responsable aussi de s'être fait instrumentaliser par Mitterrand. Là, pour j'ai beaucoup fréquenté ce milieu, je le fréquente d'ailleurs toujours, ça ne me gêne pas, même si je ne fais pas de politique, si je ne suis membre d'aucun parti, d'aucune association. Il est clair qu'il y avait une ambiance, je ne désignerai pas Jean-Marie Le Pen forcément directement, lui il gérait un parti, il avait autre chose à faire, mais il y avait une ambiance effectivement qui faisait que on disait oui, toute la presse est contre nous, nous sommes des victimes, tout le monde nous en veut, personne nous aime. Et je me rappelle très bien que leur réaction de certains militants ou de certains cadres vis-à-vis des journalistes était généralement des postures assez agressives que je n'appréciais pas non plus, mais bon, c'était eux. Voilà, moi je n'ai jamais agressé ni aucun journaliste ni personne parce qu'ils ne pensent pas comme moi. Si on me questionne, je réponds aux questions. Et si on m'attaque, je me défends, mais je ne pars pas du principe du complot. D'accord. Et donc vous pensez que Jean-Marie Le Pen n'est pour rien dans ses déclarations publiques, notamment dans l'ostracisme quand on se bat, on reçoit des coups et on en donne. Ouais. Ce qui est tout à fait normal. Jean-Marie Le Pen a pris énormément de coups. Ça, on peut quand même pas dire qu'il a eu une vie politique très, très calme. Il s'est défendu comme il voulait et comme il pouvait. Peut-être que certains coups n'ont pas été forcément très, très appropriés. Mais quand on se bat, il n'est pas certain qu'on réfléchisse toujours, et quand on est sans arrêt, comme il a été sous la pression et tout, il était de son... responsable de oui, ses actes. mais effectivement, maintenant on lui fait des procès d'intention. Vous savez, on a fait des tas de procès d'intention à Jean-Marie Le Pen pour une phrase, pour un mot, qui lui ont valu des procès et qui lui ont valu une diabolisation. Raymond Barre, en Premier ministre français, a lui aussi été victime de diabolisation. On a voulu pour au moment de l'attentat de la rue Copernic, parce qu'il avait dit c'est un scandale, c'est honteux, c'est indigne, cet attentat, et en plus ça fait des Français des victimes innocentes. On a tout de suite dit victimes innocentes, parce qu'effectivement des non-juifs qui passaient par là ont été en sont morts. Vous voyez bien, il fait les victimes innocentes sont les Français et pas les juifs. Non,
dans son esprit, il était évident que c'était des gens qui passaient là par hasard, qui n'étaient même pas visés par l'attentat, c'est ce que ça voulait dire. On a immédiatement interprété ces... Donc, il est facile aussi d'interpréter les paroles de Jean-Marie Le Pen, puis après ça devient une boule de neige. Mais quand on est leader politique comme lui, et avec ce professeur, enfin, ça faisait longtemps Moi, quand même. je répondrai une chose. Moi, sur la responsabilité, sur ce que Jean-Marie Le Pen, pour lequel j'ai à de nombreuses reprises voté, qu'il ait fait des erreurs, qu'il en ait commises, c'est évident. La seule chose qu'on devrait dire, c'est qu'en le diabolisant à ce point, en disant sans arrêt c'est un naziste, un antisémite et tout, les gens ne se posent pas la question que 18% des Français aient voté pour lui à de nombreuses reprises, et voire même 30%, 40%, voire même parfois plus de 51% à quelques occasions. Ça veut dire que tous ces gens-là, dans quelques endroits, c'est ça ? Dans quelques endroits, et même au niveau national, son parti a représenté au niveau national, je crois, une moyenne autour de 15%, qu'il a retrouvé d'ailleurs ces derniers temps, aux dernières élections. Ça voudrait dire donc, après des décennies de diabolisation, on explique que ces gens-là sont nazis, ces gens-là sont antisémites, ces gens-là veulent une dictature, ça veut dire que 15% des gens sont antisémites, sont nazis, veulent une dictature en France. C'est ce que ça veut dire. Parce que et le vote de protestation. On ne vote plus par hasard pour le Front National, en ne sachant pas qui sont les gens du Front National. C'est plus possible. Mais est-ce que Jean-Marie Le Pen n'est pas... Je vais m'appuyer sur une déclaration, sur une interview qui est parue dans Flash, justement, qui a beaucoup fait parler sur Internet, mais bizarrement pas trop ailleurs. Il vous accorde une interview dans laquelle il dit les 5 piliers de l'islam sont compatibles avec la République. Et puis par ailleurs, dans les grands médias, parce que là c'est quand même un petit média, sauf votre respect, mais bon, lu par peu de personnes, et puis alors dans les grands médias, c'est l'islamisation de la France, etc. Vous m'interrogez comme si je pouvais répondre au nom de Jean-Marie Le Pen, ou en tant que... Qu'est-ce que ça vous évoque ? Parce qu'apparemment, il y a un double discours là. Alors, il est clair que nous avons fait à Flash notre rôle de décrypteur. Nous avons offert la parole à Jean-Marie Le Pen, nous lui avons posé une question, il a répondu directement et nous avons publié ses paroles. À partir de là, ça s'arrête là. Maintenant que Jean-Marie Le Pen ait fait d'autres déclarations ou qu'on lui ait prêté d'autres déclarations, qu'on ait interprété ses paroles en politique, c'est autre chose. Je ne suis pas la politique au jour le jour de Jean-Marie Le Pen, je ne connais pas, je ne peux pas en parler. Et est-ce qu'il a vraiment démenti le fait que les 5 piliers de l'islam soient compatibles avec la société française ? Il a combattu, il a dénoncé, je pense, l'islamisation. Ouais. Mais je pense, moi également, ça ne me gêne pas que des gens soient musulmans. Ouais. L'islamisation de la société, que je ne pense pas aussi évidente que certains, mais qui existe quand même. Il y a quand même incontestablement une islamisation, comme on peut penser aussi qu'il y a une judaïsation de la société ou une athéisation, si je peux me permettre, de la société chez certains. Ouais. Voilà, c'est quelque chose de totalement différent. Ce n'est pas remettre en cause les piliers d'une religion et les dérives politiques qui puissent y en avoir. Moi, je suis profondément attaché à la loi de séparation de l'Église et de l'État. Je pense que c'est une loi qui est la mère de toutes les autres lois. Elle a été faite à l'époque contre les catholiques, ça c'est évident. Aujourd'hui, elle nous préserve notamment de cette fameuse islamisation que l'on dénonce. Alors, et effectivement, si on appliquait cette loi de séparation de l'Église et de l'État, et non pas si on voulait la remettre en cause comme veut le faire Nicolas Sarkozy, on aurait beaucoup moins de problèmes religieux en France, à condition de l'appliquer réellement à tous les niveaux. Alors, je rebondis sur un point intéressant, c'est il semble que l'islam soit maintenant une zone de fracture dans à peu près tous les partis politiques, toutes les tendances. Il y a les libéraux, il y a les anti et les pros, les libertaires, il y a les anti et les pro-islam, avec quelqu'un comme Michel Onfray qui dit que le problème c'est pas la burqa, c'est l'islam, et puis des autres libertaires qui disent mais non, c'est pas le problème. Bon, et alors à l'extrême droite, il semble qu'il y ait une cassure également. Enfin, une brisure entre ceux qui disent mais attendez, l'islamisation certes elle est là mais c'est pas le problème c'est, alors soit vous avez plus les antisémites qui diront mais non c'est la judéisation, etc. Et puis vous avez des gens plus anti-européens qui diront mais non c'est l'Europe ou c'est les États-Unis ou etc. Alors, comment vous interprétez ça ? D'abord, juste une question de sémantique. Moi, je parle toujours de droite dite extrémiste, puisque personne ou très peu
se revendiquent d'extrême droite, alors que les gens qui se revendiquent d'extrême gauche, c'est officiel, les Besancenot, la Guillet se revendiquaient, eux et leurs troupes, d'extrême gauche. Je ne connais personne dans la droite catalogué comme extrémiste, se revendiquant d'extrême droite. Donc je tiens à préciser ce point. Et bien, ce milieu, auquel effectivement que je connais bien et dans lequel je suis immergé, c'est un milieu, comme tous les autres milieux politiques, comme les centristes, comme les extrêmes gauches, comme les socialistes, comme les UMP. Ce sont des gens qui vivent dans la société, et donc les phénomènes de société les touchent comme les autres. Et ce n'est pas un milieu monolithique, c'est un milieu où l'on retrouve énormément de tendances, des européistes comme moi, des souverainistes, donc totalement antagonistes sur la question de l'Europe, des gens profondément croyants, généralement catholiques, mais il peut y avoir aussi des musulmans qui de plus en plus de musulmans votent pour le Front National et pour Jean-Marie Le Pen. Et moi j'en ai rencontré, ça ne les choque absolument pas. Je connais des francs-maçons, et Dieu sait si, quand je dis Dieu sait si Jean-Marie Le Pen et nombre de cadres du Front National fustigent la franc-maçonnerie, mais je connais énormément de francs-maçons qui votent Front National, parce qu'au-delà de déclarations, au-delà, il y a des conceptions de la société. Donc que l'islam soit un facteur de contradiction au sein de cette droite dite extrême, c'est tout à fait normal. C'est aussi de la même manière à l'extrême gauche. On l'a vu aux dernières élections. Un peu partout. Voilà, un peu partout, c'est évident. Mais est-ce que ça risque de faire... Et vous savez que ce soit le thème de l'islam, que ce soit le thème des mœurs avec l'homosexualité, il y a autant d'avis contraires à la droite dite extrême qu'à l'extrême gauche, c'est normal que... Moi, j'ai jamais pensé que ces gens que l'on cataloguait comme extrémistes de droite étaient des gens différents. Moi, tous ceux que je connais, ils sont pères de famille, ils ont des métiers, ils partent en vacances, ils ont des volontés tout à fait d'être des gens... Ce sont des gens normaux. Et comme je suis persuadé, c'est un milieu que je ne connais pas, mais j'en suis persuadé, qu'à l'extrême gauche, que des gens qui votent Besancenot sont de même père de famille, c'est pas voir tout en haut, c'est tout à fait, c'est à l'image de la société. Très bien. Alors peut-être une dernière question, à moins que la conversation nous mène plus loin, mais j'aurais voulu avoir, donc nous sommes en juillet, le 17 ou 18 juillet, je ne sais plus. Je crois même le 20. Ah oui, voilà, donc j'ai quelques jours de retard. Est-ce que vous risqueriez un petit pronostic sur les élections qui vont avoir lieu au Front National? Marine, Bruno... Alors, comment vous voyez je ne fais jamais de pronostic en politique parce que, comme tout le monde, j'en ai fait plein des pronostics en politique. J'étais, moi, assuré à une époque qu'il y avait une chose qui était certaine en France, c'était au début des années 90. Il y a une chose qui serait certaine, c'est que Jacques Chirac ne serait jamais président de la République. Là, c'était sûr, là, il n'y avait pas à discuter. Donc, voilà. Donc, ayant fait ce pronostic-là, pour moi-même d'ailleurs, heureusement je n'ai pas eu à l'écrire, je m'en vante maintenant, mais heureusement j'ai échappé à l'ordre d'écrire. À partir de là, je ne fais jamais aucun pronostic. En politique, on ne sait jamais. Et en ce qui concerne le Front National, je ne suis pas membre du Front National, je n'ai aucun... et j'ai la plus grande sympathie et pour Marine Le Pen et pour Bruno Gollnisch. Mais je vais vous poser la question un peu différemment. Est-ce que vous pensez que Bruno Gollnisch a une chance? Parce que tout ce qu'on nous dit dans les médias classiques, c'est que les jeux sont faits. Déjà, oui, ça c'est les médias qui disent ça. Oui, c'est pour ça. Si je réponds non, il n'a aucune chance, on va dire que je suis partisan de Marine Le Pen, au fond de moi-même. Si je dis oui, il a des chances, on va dire, s'il a décidé, ça veut dire qu'il soutient toujours Gollnisch et que... par principe, je dirais que tant qu'une élection n'a pas été faite, tout le monde, et je connais beaucoup de gens au Front National qui sont favorables à Bruno Gollnisch. Qu'est-ce qu'il en est maintenant? Peut-être que Marine Le Pen va l'emporter haut la main, peut-être qu'elle va être battue sur le fil, peut-être que Bruno Gollnisch va l'emporter haut la main. On ne peut pas savoir. Vous savez, au temps de la Constitution européenne, je crois que les gens qui font des pronostics devraient quand même faire attention. La Constitution européenne, il était évident qu'elle allait être... Puisque tout le monde, tous les partis politiques importants de l'establishment, de la bande des quatre, comme on dit, appelaient à voter pour cette Constitution. La quasi-totalité des médias appelaient à voter pour cette Constitution. Les artistes qu'on mobilisait à l'époque étaient pour la Constitution. On sait ce qu'il en a été. Mais est-ce que vous pensez que si l'un ou l'autre arrive à la tête du Front National, ça changera les choses?
C'est-à-dire... Et ça changera forcément les choses. L'un comme l'autre, c'est évident. Jean-Marie Le Pen, c'est une période qui de fait s'arrête. Mais Jean-Marie Le Pen, sa carrière s'est arrêtée pour des raisons évidentes d'âge forcément, mais de génération. L'élection en 2007 de Nicolas Sarkozy a montré nettement que toute une génération politique, Chirac qui ne se représentait pas, mais il en était représentant aussi, Arlette Laguillet, Jean-Marie Le Pen, tous ces gens-là, les Français électoralement tournaient la page. Ça ne veut pas dire qu'ils disaient des bêtises les uns les autres ou qu'ils étaient has-been. La génération était finie. Donc il y a une nouvelle génération maintenant, dans laquelle Bruno Gollnisch ou Marine Le Pen ont tout à fait leur place. Mais, même si Bruno Gollnisch est un peu plus âgé, je crois. Il est plus âgé, mais enfin, vous savez, il a l'âge en politique. Puis ce jeunisme, cette obsession du jeunisme, c'est qu'une mode. Hein. C'est vrai que pendant les années 80, les années 90, oui, mais donc on était obsédé par le jeunisme. Il y a eu un fameux Tony Blair qui, aux États-Unis, en Angleterre, pardon. En France, on avait Mitterrand. Oui, on avait Mitterrand, on avait Chirac, il y avait toujours Giscard qui était... on se demandait s'il n'allait pas se représenter. Voilà, c'est tout ça, c'est une génération qui a été totalement balayée. Après, on veut des jeunes, très bien. Jusqu'à quand? Jusqu'à temps que la mode change. Si ça se trouve, après, on voudra l'expérience, on voudra... Je sais pas. Je suis pas devin. Moi, je fais des constats, notamment dans mes chroniques hebdomadaires, je fais des constats sur ce que je vois, sur ce que je pense de ce qui existe aujourd'hui. Excellente chronique d'ailleurs, auquel je renvoie. Alors, est-ce que c'est votre mot de la fin ou vous vouliez rajouter quelque chose? Profitez-en, on est sur Internet. Donc, oui, le temps n'est pas limité. Non, mais je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Et je voulais rebondir sur quelque chose dont nous parlions de façon off tout à l'heure, mais qui, je pense, intéressera les gens qui nous font l'amitié de nous écouter. Et de s'être abonnés. C'est plus important, c'est vrai. C'est que... Moi, une chose quand même qui me stupéfie, mais je ne suis pas le seul, je sais que vous aussi, c'est qu'on veut toujours débattre, mais qu'il y a finalement peu de gens qui acceptent la contradiction et qui acceptent le débat. Et qui n'acceptent pas qu'on puisse avoir une opinion différente d'eux. Oui, ou qui ont peut-être peur aussi de confronter leurs propres arguments. Je pense tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens, même parmi les gens intelligents, qui ont besoin, pour leur sérénité intérieure, d'avoir des kits de pensée. Donc il faut que tout rentre dans des cases, il faut que tout soit noir ou blanc, et les zones grises, il n'y a pas. Il y a les méchants, il y a les gentils, alors on change les noms en fonction de la spiritualité, mais après il faut que ça soit... je pense que pour tous ceux qui ont étudié un peu l'histoire, c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça qu'on organise des enquêtes et des débats, donc, pour permettre... Mais d'ailleurs, on vous invitera bientôt à un débat. Il faut qu'on réfléchisse au thème et à l'autre intervenant, mais si vous avez des idées, et vous-même internautes, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les envoyer. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Parfait, merci. Et au revoir. Et à bientôt. Et à bientôt.